sommes-nous? Manifestement, nous sommes dans une ambiance de souk avec des objets pour préparer le thé de la tradition ottomane, mais qui en fait remonte à Byzance et Constantinople, dans une ambiance de souk avec des tapis qui viennent pour la plupart du Pakistan ou d'Inde, dans une ambiance de souk avec tous ces gâteaux tellement bons, tellement sucrés et qui font tellement grossir, qui eux aussi nous viennent tout droit de la tradition de Constantinople, de Byzance, transmise par l'Empire ottoman. Eh bien non, nous ne sommes pas dans un pays musulman, nous ne sommes pas au sud de la Méditerranée, nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Nous sommes dans un quartier marqué par les minarets, marqué par la présence de musulmans majoritaires dans ce quartier de la ville de Sarajevo. Derrière moi, le minaret de la plus grande mosquée de Sarajevo, construite dans les années 1500. Sarajevo, qui compte aussi un quartier serbe orthodoxe, non loin d'ici une cathédrale orthodoxe, des synagogues, une église catholique, marquent la diversité culturelle et religieuse de Sarajevo. C'est bien l'énigme de cette région du monde, c'est bien le défi posé à la paix et à la coexistence pacifique qui malheureusement a été si durement traité et si durement entaché au cours des dernières décennies. Le ciel est piqué de minarets, régulièrement le ciel frémit à l'appel du muezzin. L'islam est en Europe, il y a bien un islam en Europe. La question qui nous est posée et qui revient fréquemment aujourd'hui est: y a-t-il un islam d'Europe? Il y a eu incontestablement un islam d'Afrique. Je pense à l'islam des marabouts, je pense à cet islam qui a composé avec la tradition animiste, qui a composé avec la vie locale, familiale, clanique, traditionnelle de l'Afrique, un islam qui quelque part s'est dissous dans l'africanité. Il est très difficile de dire qu'il y a un islam d'Europe. Certes ici, les traditions de tolérance de l'islam sont illustrées par exemple par la construction de la grande synagogue de Sarajevo avec l'assentiment du bey ottoman. Sarajevo a accueilli par milliers, par dizaines de milliers, des juifs qui avaient fui notamment l'Espagne à partir des années 1490 et qui ont trouvé à Sarajevo un asile et un lieu où prospérer de manière économique. La communauté juive de Sarajevo a été une des plus importantes de l'Europe de l'Est. Toutefois aujourd'hui, on ne peut pas manquer de constater d'abord que l'Europe n'a pas transformé l'islam. L'islam ne s'est pas dissous dans ce qu'on pourrait appeler la culture de l'Est ou du centre européen. C'est bien l'islam qui a marqué profondément cet Est européen qui cherche son chemin aujourd'hui. Et puis l'on peut observer aussi avec un peu de tristesse la libanisation de cette partie de l'Europe qui a été soviétique ou yougoslave politiquement, mais culturellement, c'est toujours vécu comme une partie essentielle de l'Europe de la raison, de l'Europe de la liberté de penser, de l'Europe de la tolérance et de l'ouverture. À cet égard, l'avenir de la Bosnie-Herzégovine, à la lumière de la dissolution de la Yougoslavie, à la lumière des drames ethniques, des drames religieux, des drames politiques qui ont marqué toute l'histoire de cette région du monde, ne laisse pas d'inquiéter. Nous sommes peut-être dans un processus de libanisation de l'Europe centrale qui n'en est qu'à ses débuts, parce que des intérêts étrangers à l'Europe et puissants cherchent à intervenir pour séparer, pour diviser, pour opposer et pour semer les graines d'une guerre civile toujours renaissante. Nous sommes au cœur de Banja Luka, la capitale de Republika Srpska.
Au terme des accords de Dayton qui ont été signés en 1995 sous la dictée américaine, Republika Srpska est devenue l'une des deux composantes de la Bosnie-Herzégovine, une entité d'environ 1 500 000 personnes qui, par beaucoup de liens, se rattache à la Serbie. Republika Srpska a prononcé l'indépendance de la République serbe de Bosnie en 1992. Aujourd'hui, le défilé prend donc une signification toute particulière puisque c'est le 30e anniversaire de l'indépendance de Republika Srpska. Cette fête nationale a une signification toute particulière aujourd'hui parce que certains tentent de remettre en cause les accords de Dayton. Certains considèrent que Republika Srpska menace de prendre trop d'indépendance, trop de poids en Bosnie-Herzégovine et de menacer la coexistence. Nous avons entendu hier le président de Republika Srpska, M. Dodik, nous faire part de son souhait de la paix entre toutes les communautés, d'un équilibre économique, citoyen et national entre toutes les communautés qui composent la Bosnie-Herzégovine. Nous ne pouvons que souhaiter, dans cette partie de l'Europe qui est en dehors de l'Union européenne, que les ingérences extérieures à l'Europe cessent. Nous ne pouvons que souhaiter que chacun des peuples présents en Bosnie-Herzégovine puisse retrouver la voie d'une authentique démocratie, c'est-à-dire décider de ses lois, disposer de son armée et conduire son propre destin. Souhaitons que ce vœu soit exaucé, souhaitons que le respect des accords de Dayton, du principe de paix et de coexistence pacifique l'emporte. C'est en tout cas pour cette raison que, avec mon collègue Thierry Mariani, député européen, nous sommes venus constater la situation en Bosnie-Herzégovine, la coexistence pacifique qui réunit encore les communautés et souhaiter naturellement que cette coexistence, dans le cadre des accords de Dayton, assure un avenir pérenne à la Bosnie-Herzégovine. Quelques semaines après notre retour de Sarajevo et Banja Luka, l'invasion de la Russie en Ukraine déclenchait les foudres de la guerre. Je ne peux m'empêcher de penser avec émotion à ces Bosniaques, à ces hommes, à ces femmes de tous âges, réunis à Banja Luka pour une fête nationale interdite par les autorités de Bosnie-Herzégovine, avec le sentiment tout proche de la guerre, de ses drames et de ses tragédies. La Bosnie-Herzégovine évitera-t-elle d'être entraînée dans une nouvelle guerre? La question nous pose évidemment celle des frontières et des nations. Elle nous oblige à considérer que bien souvent la naissance des nations se fait davantage face à l'ennemi dans le tumulte de la guerre que par un traité et par la signature au bas d'un contrat. Non, les accords de Dayton, rédigés sous la dictée de l'occupant américain, n'ont pas construit une nation en Bosnie-Herzégovine. Non, les accords de paix n'ont la présence d'un haut représentant doté de pouvoirs discrétionnaires et dictatoriaux ne fait pas de la Bosnie-Herzégovine une nation. Nul ne peut souhaiter que la guerre fasse l'union de ceux qui se trouveraient un ennemi commun. Mais nous devons, nous Européens, nous rendre compte que la guerre frappe à nos portes, pas seulement en Ukraine. Je ne peux m'empêcher, au moment de terminer ces quelques réflexions, de souhaiter le meilleur au peuple bosniaque, comme aux Croates, comme au peuple de Republika Srpska. Mais je ne peux m'empêcher aussi d'avoir dans mes oreilles cette phrase, la dernière qui m'ait été prononcée avant de reprendre l'avion par une jeune bosniaque parlant parfaitement le français. Vivement que la guerre arrive et vivement que l'on en finisse avec tous les Serbes.
les nuages noirs s'amoncellent sur la Bosnie-Herzégovine, l'Union européenne saura-t-elle être à la hauteur de la tâche de paix et de pacification qui l'attend ?